Et ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est vraiment une discussion de comment une théorie dérivée de l'œuvre de John Rawls et de Adam Smith pourrait donner un fondement pour des conclusions objectives morales, des conclusions morales qui sont objectivement défensables du point de vue moral. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliquer pourquoi ce conte, le conte que moi je prends de leurs œuvres, est quelque chose qui donne une réponse à une thèse relativiste morale. Et j'expliquerai également comment cette réponse de Rawls et de Smith, pourquoi c'est important dans le domaine où moi je fais ma recherche et mon enseignement, c'est-à-dire la gouvernance et le droit de l'immigration. Alors, je ferai tout cela dans l'ordre suivant. D'abord, je vais vous donner un certain compte de la thèse relativiste. Ensuite, je vais expliquer pourquoi. Ensuite, je vais tourner vers l'immigration et pourquoi le relativisme pose un problème pour des questions de l'immigration. Et ensuite, et finalement, et le plus longuement, je vais exposer la théorie que moi je dérive de Rawls et de Adam Smith. Alors, comme j'ai dit, mon domaine de recherche, c'est le droit de l'immigration, et en particulier dans une perspective normative. Pour expliquer pourquoi je pense qu'il est important de rejeter le relativisme dans ce domaine, je dois commencer avec une certaine image de qu'est-ce que c'est le relativisme moral. Alors, selon moi, je pense qu'une manière de décrire la thèse relativiste, c'est qu'il y a certains désaccords moraux qui ne peuvent pas être tranchés de manière autoritaire. Par autoritaire, ici, je veux dire que les personnes concernées ont raison d'accepter. Donc, je présume qu'une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour être autoritaire, c'est qu'un jugement ou un principe doit au moins tenir en compte les perspectives de toutes les personnes concernées, de leurs valeurs, de leur raisonnement, des conséquences de nos jugements pour leur vie. Okay? Et le relativiste, je suppose, prétend que dans certains cas, mais pas tous les cas, cela est impossible. Que dans certains cas, il y a des désaccords qui ne peuvent pas être tranchés d'une manière autoritaire. Ainsi, pour utiliser un exemple qui est soulevé souvent dans le droit des réfugiés, si les membres d'un groupe mutilent les organes génitaux des filles, à ma compréhension de la thèse relativiste, les membres d'un autre groupe ne pourraient pas évaluer cette pratique moralement dans une manière que les membres du premier groupe devraient accepter. Et l'absence de la possibilité d'évaluation autoritaire ici a également une incidence importante sur la légitimité d'autres types d'interventions plus actives. En particulier, il n'y aurait aucune raison pour que les membres du premier groupe accepteraient la légitimité, d'une tentative extérieure d'interdire ou de modifier ces pratiques. Alors, ce que je viens de décrire avec les deux groupes et la relation entre les deux groupes correspond plus ou moins à une théorie relativiste qui a été présentée par le philosophe Gilbert Harman, H-A-R-M-A-N, dans un article de 1975, Moral Relativity Defended. Selon Harman, et je lis maintenant, ou je lis ma traduction, la morale naît lorsqu'un groupe de personnes parvient à un accord implicite ou à une entente tacite de leurs relations les unes avec les autres. Donc, les jugements moraux sont entre guillemets, des jugements intérieurs qui n'ont de sens que relatif à un tel accord ou une telle entente communautaire. Et pour utiliser l'exemple un peu non intuitif de Harman, il peut avoir du sens de qualifier Hitler comme une sorte de monstre, mais il ne serait cependant pas logique de condamner Hitler
comme immoral, comme une personne immorale, parce que ses actions ont démontré que Hitler ne faisait pas partie du groupe qui s'entendait du fait que le génocide est immoral. Alors, du point de vue de Harman, ce serait parallèlement absurde de condamner Hitler que de condamner une ours grizzly. Les deux sont hors de notre groupe moral. Okay? Alors, le tableau peint par le relativisme de Harman divise notre monde moralement en communautés morales distinctes. Et en tant que simplification grossière, supposons que ces communautés sont exclusives, sont mutuellement exclusives et autarciques, pour utiliser un mot que je viens d'apprendre. Et j'espère que ça veut dire la même chose que autarkique en anglais. Mais alors, quand on introduit l'immigration dans ce tableau, dans ce monde divisé entre communautés exclusives, le problème devient quels principes moraux devraient régir la migration de l'individu d'une communauté à une autre. Et cela, c'est un problème différent que le problème de l'intervention ou même du jugement d'une communauté dirigée vers l'autre. C'est le problème de qu'est-ce qui se passe aux frontières quand une personne cherche d'aller à une communauté à une autre. Et une réponse à ce problème, et cela est, de mon avis, la réponse dominante, soit dans la littérature philosophique et aussi dans nos pratiques de la gouvernance de l'immigration, c'est que la moralité de la communauté qui reçoit le migrant devrait gouverner les interactions à la frontière. Alors, oui, alors nos moraux par rapport à les relations familiales, par rapport à les activités criminelles, etc., devraient gouverner qui sont acceptés et qui sont rejetés à la frontière. Mais le problème ici, c'est que le migrant ne fait pas partie, peut-être ne fait pas partie encore de la communauté qui le reçoit. Donc, on ne peut pas dire que le jugement moral de la communauté recevante du migrant pourrait être autoritaire vis-à-vis le migrant, parce qu'il ne fait pas partie de la communauté. Donc, l'imposition des règles de l'immigration semble être une forme de domination, de subordination du pouvoir pur. Peut-être une autre réponse possible, c'est que la moralité est une réponse plus inédite, c'est que la moralité de la communauté d'origine pourrait gouverner ce qui arrive à la frontière. Mais là, le problème de subordination, de domination est simplement inversé. Et les règles morales de la communauté d'origine sont imposées sur les membres de la communauté recevante. Il semble donc, au moins pour moi, que le relativisme moral mène à un certain scepticisme moral aux frontières, parce qu'il n'y a pas de communauté aux frontières. Alors bien sûr, à la fois l'immigration et aussi notre monde moral sont beaucoup plus compliqués que l'image que je viens de décrire. Peut-être pouvons-nous résoudre ce problème en présentant, par exemple, l'idée qu'il y a des communautés morales qui chevauchent les uns les autres et qui chevauchent également les frontières internationales. Donc, je pense ici à les diasporas, à les communautés en ligne, à les djihadistes, etc. Pour moi, au moins, cela ne répond pas aux soucis. Et cela, c'est parce que bien qu'on peut vouloir contester l'hégémonie, le monopole des États, les États demeurent distinctement saillantes dans la formation des communautés morales.
Et cela à cause de la coercition imposée par les États vis-à-vis le droit parmi d'autres moyens. Donc, même si on a des communautés transfrontalières, des communautés ethniques, etc., les États se superimposent sur ces autres communautés transfrontalières. Et en ce faisant, ils créent une communauté morale distinctive autour des pratiques de justification que la contrainte imposée par l'État et la loi invitent. Donc, pour moi, au moins, l'image qui sort de la théorie de Harman a une certaine plausibilité au niveau des États. Et cela veut dire, juste pour me répéter, que ce qui arrive aux frontières, ça pose un problème si on souscrit à la thèse relativiste. Okay. Alternativement, il peut y avoir une sorte de communauté morale enveloppante, globale, mondiale, universelle, à laquelle appartiennent tous les membres de toutes les communautés morales locales, en tant qu'individus et ou en tant que communauté distincte. Mais pour que cela soit le cas, les principes de ces communautés enveloppantes devraient avoir autorité sur toutes ces autres communautés locales et tous les individus qui font partie de ces communautés. Et la question de si cela est possible est tout simplement la question de si l'objectivité morale est possible. Okay. Et peut-être que ce n'est pas possible. Cela dépendrait de si on accepte une thèse relativiste comme celle de Harman ou si on accepte une thèse qui pourrait être mise à l'encontre de la thèse de Harman. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de décrire une thèse qui pourrait être mise à l'encontre de Harman. Et il me semble que la question clé à poser en faisant cette opposition, en présentant cette opposition, c'est de voir si on peut décrire une manière de trancher des désaccords intercommunautaires. Okay? Et je vais maintenant passer à la théorie de la façon dont nous arrivons, à une théorie de la façon dont nous pourrions arriver à des normes morales objectives que moi je trouve convaincantes. Je dirais d'emblée que j'accepte beaucoup des faits qui... excusez. J'ai pratiqué cela 4 fois, mais qui semblent rendre le relativisme plausible. Donc, j'accepte qu'il y a bien sûr des désaccords moraux. J'accepte aussi que les différentes sociétés puissent avoir des moralités sociales différentes et distinctes. Et j'accepte également que 2 communautés peuvent avoir des principes moraux contradictoires, mais quand même raisonnables vus en isolation. Ce que je dois nier pour soutenir une thèse objective, c'est qu'il y a en principe une manière d'arbitrer de manière autoritaire entre les principes et pratiques de 2 communautés, de n'importe quelle 2 communautés. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est décrire une manière de trancher ces désaccords de manière autoritaire. Et la théorie que je vais esquisser présente une synthèse de la méthode de Rawls pour arriver à des principes moraux objectifs et la théorie du jugement moral d'Adam Smith. La combinaison des deux est un peu, mais pas tout à fait, inhabituelle. Il y a d'autres, comme Martha Nussbaum, Amartya Sen, qui ont fait ce lien dans une manière un peu différente de ce que je vais décrire. Moi, je la poursuis parce que je pense que Smith fournit un compte plus riche de la façon dont nous arrivons à nos jugements moraux. Mais je pense que Rawls fournit un compte plus riche de comment nous pourrions à la fois systématiser ces jugements et aussi comment nous pouvons joindre ou comment nos jugements personnels pourraient se rapporter à nos délibérations politiques.
Alors, c'est là le lien un peu avec le débat entre Rawls et Habermas. Alors, les deux auteurs, Rawls et Smith, travaillent avec l'idée que tous les êtres humains sont imprégnés avec ce qu'ils appellent un sens de la justice. Alors, le sens de la justice est constitué par des règles implicites que nous développons au fur et à mesure le long de notre vie et qui régissent ce que nous percevons comme juste ou injuste, ainsi que les réactions que nous avons à de telles perceptions. Et le sens de la justice, c'est un aspect dynamique de notre moralité, de notre psychologie morale, mais ce n'est pas d'une flexibilité infinie. Alors, il y a des limites de ce qu'on peut accepter selon notre sens de la justice. Ce qui ressort plus clairement dans la théorie de Smith que dans celui de Rawls, c'est aussi que le sens de la justice ne reflète pas seulement nos jugements de ce qui est juste ou injuste, mais ça reflète ce que c'est pour nous d'être, et ça aussi c'est un mot nouveau pour moi, alors j'espère que ça va marcher, ce que cela signifie d'être lésé, blessé. À savoir qu'il s'agit d'une atteinte à notre sentiment d'estime de soi, self-worth, ou si vous voulez, notre dignité, pour utiliser un mot avec beaucoup de bagages. Et c'est à cette dévaluation personnelle implicite dans la volonté d'un autre de nous blesser que nous réagissons naturellement avec le ressentiment dans des cas des injustices. Alors, maintenant, bien que la théorie de Rawls soit typiquement vue en termes normatifs, alors c'est une théorie de qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce qu'on devrait faire pour être juste, Rawls écrit souvent dans une manière descriptive, comme si son projet est descriptif. Et je cite maintenant, et ça, ce n'est pas ma traduction. On peut considérer la théorie morale, en premier lieu, comme une tentative pour décrire notre capacité morale. Ou bien, comme dans le cas présent, on peut envisager une théorie de la justice comme décrivant notre sens de la justice. Alors, ce n'est pas de prescrire une sens de la justice. Pour Rawls, ce qu'on essaie de faire, c'est de décrire un sens de la justice qui est déjà latente en dedans tout le monde. Et ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsque nous théorisons les exigences de la justice, comme quand nous théorisons, par exemple, les règles de la grammaire, ce qui est un parallèle que Rawls lui-même fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir des relations qui sont déjà latentes dans notre façon de penser, de percevoir le monde, et si cela avère approprié, de changer la manière dans laquelle nous percevons le monde et par rapport à ce qui est juste ou injuste. Et la méthode pour le faire est ce que Rawls appelle l'équilibre réfléchi. Les données de l'exercice qui est l'équilibre réfléchi sont ce que Rawls appelle nos jugements considérés ou bien pesés. Alors, et maintenant je cite encore une fois, ces jugements dans lesquels nos capacités, ce sont les jugements dans lesquels nos capacités morales ont le plus de chances de se manifester sans distorsion. Alors, Rawls ne passe pas beaucoup de temps à décrire comment nous atteignent des tels jugements sans distorsion ou avec des distorsions minimisées. Alors, c'est là que moi je tourne vers la théorie de Smith. La théorie du jugement de Smith, et je le fais aussi parce que la théorie de Smith met devant un aspect de nos jugements moraux que moi je trouve essentiel et qui est là dans la théorie de Rawls, mais qui n'est pas développé dans une manière aussi claire. Et ça, c'est le rôle de nos sentiments, de nos émotions dans nos jugements moraux. Alors, la théorie de jugement de Smith est fondée sur la faculté de la sympathie, qui, selon lui, permet à toute personne, des spectateurs, de s'imaginer comme des autres personnes, des acteurs, dans la situation de ces acteurs. Et quand cette projection imaginative se prend place, les spectateurs arrivent jusqu'à un certain point de partager les sentiments des acteurs.
Donc, le jugement moral résulte quand, face à une certaine action par un certain acteur, nous fait cet exercice imaginatif et si on voit que les sentiments que nous, les spectateurs, ressent après avoir rentré dans la situation des acteurs est en accord, est le même que le sentiment des acteurs, nous le juge l'action et le sentiment qui la motive approprié. Et s'il y a un désaccord, on le juge l'opposé de approprié, inapproprié. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, impropre, merci. Et ensuite, on le désapprouvera. Alors jusqu'à présent, la théorie de Smith ne semble pas très objective, n'est-ce pas? Alors, ça semble tout simplement de décrire la manière dans laquelle les émotions rentrent dans nos jugements. Ce n'est pas clair pourquoi ces jugements émotionnels devraient avoir de l'autorité pour nous, pour nous-mêmes. Et ce n'est certainement pas clair pourquoi ils devraient avoir de l'autorité envers les autres, par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas clair comment ces jugements pourraient servir comme la base de l'exercice de l'équilibre réfléchi décrit par Rawls. Alors, une première réponse à ce souci, c'est une autre affirmation empirique par Smith. Et c'est l'affirmation que les spectateurs et les acteurs désirent naturellement la sympathie mutuelle. Et maintenant, je cite ma traduction de Smith. Rien ne nous plaît plus que d'observer dans d'autres hommes une solidarité avec toutes nos émotions. Et nous ne sommes jamais si choqués que par l'apparence du contraire. Ce désir primitif, selon Smith, et par primitif, je veux dire ici sans autre source, amène le spectateur à s'efforcer d'habiter la perspective de l'acteur. C'est la raison pour laquelle on fait l'effort de le faire. Mais les projections imaginatives des spectateurs sont inévitablement moins puissantes que les émotions des acteurs originaux. Parce qu'en réalité, on ne peut jamais rentrer complètement dans leur situation. Donc, pour avoir une sympathie mutuelle, un acteur désireux d'une telle sympathie doit chercher à son tour à abaisser ses passions. Et maintenant, je cite ma traduction encore, à abaisser sa passion à ce terrain où les spectateurs sont capables de l'accompagner. Et pour le faire, l'acteur se projette dans la situation des spectateurs. Il imagine le spectateur l'imaginer. Et il appelle avec sympathie les passions sympathiques du spectateur. Il y a un processus itératif, en anglais, je ne sais pas la traduction française, en anglais, je dirais une feedback loop. Et ceci, c'est un processus intersubjectif qui, au niveau social, semble être régulateur. Le désir de sympathie mutuelle nous amène à adopter une perspective d'un ordre supérieur à la perspective individuelle, subjective de nous autres en tant qu'individus isolés. Un ordre supérieur pour englober la perspective des acteurs, spectateurs qui nous entourent. Alors, si je me demandais si tout cela est ennuyant, je rentrerai dans vos perspectives maintenant. Et cela implique des ajustements à nos sens de la justice, parmi d'autres choses, même à notre conception de notre propre dignité. Alors, l'itération de tels jugements mutuels, sympathiques, parmi toute la population, mène à une morale sociale suffisamment congruente pour, selon Smith, établir l'harmonie de la société. Alors, sur le compte de Smith, c'est ce désir de sympathie mutuelle qui amène spontanément à une moralité sociale, on pourrait dire par la voie d'une main invisible.
Et ces moralités sociales sont plus objectives que nos jugements sentimentaux individuels parce qu'ils sont le résultat de ce processus intersubjectif qui a pris en compte la perspective de tous les participants, tous les membres de la société. Elle remplit donc une condition nécessaire pour l'autorité, pas une condition suffisante, parce que ça prend en compte la perspective de tous les membres d'une société. Et juste entre parenthèses, nous sommes ici dans le royaume d'une des communautés morales qui est décrite dans la thèse relativiste de Harman. Et alors, je pense que Harman doit accepter qu'en dedans ces communautés, on peut avoir des jugements objectifs. Ce que Harman nie, c'est l'impossibilité d'avoir des jugements objectifs défensables entre communautés. Mais, encore une fois, comme nous l'avons décrit, l'acceptabilité d'une moralité, pas encore une fois, l'acceptabilité d'une morale sociale variera. Oui, alors, en règle générale, nous devrions nous méfier de la moralité sociale d'une groupe particulière. Alors, la question devient, comment est-ce qu'on peut arriver à une perspective dans laquelle on peut porter un regard critique envers la société morale? Et à ce souci, Smith a présenté une autre capacité, il a affirmé une autre capacité, et ça c'est la capacité imaginative supplémentaire d'habiter la perspective de ce qu'il appelle un spectateur impartial. Le spectateur impartial est un spectateur qui, dans la théorie de Smith, n'est ni entièrement neutre, ni parfaitement impartial, malgré son nom. Il est plutôt dépourvu de sources éliminables de préjugés humains. En nous efforçant d'habiter ce point de vue impartial, nous arrivons à voir, et maintenant je lis encore ma traduction, des intérêts opposés avec les yeux d'une troisième personne, qui n'a aucun rapport particulier avec l'un et l'autre et qui juge avec impartialité. Alors, le spectateur impartial est la perspective du plus haut niveau à laquelle nous pouvons faire appel en tentant de résoudre des désaccords moraux et d'arriver à une sympathie mutuelle acceptable. Il est donc, on pourrait dire, la source de nos jugements bien pesés, nos jugements considérés dans l'équilibre réfléchi de Rawls. Alors, je crois que le modèle qui en résulte, qu'on combine Rawls et Smith dans cette manière, fournit deux indicateurs d'objectivité et d'une objectivité que j'appellerais suprasociale. Le premier indicateur qui découle de cette théorie vient de la possibilité continue de la révision de nos jugements. Alors, tous les jugements sont sujets à un nouvel appel et à une délibération continue du point de vue des spectateurs impartiels, imparfaits. Cette possibilité de délibération continue et impartiale est le plus qu'on puisse espérer en termes d'objectivité. Comme l'a écrit un philosophe américain Thomas Scanlon, dans une discussion de l'équilibre réfléchi, les alternatives apparentes à cette méthode de délibération continue, comme par exemple des appels à des faits moraux fondamentaux, les alternatives apparentes sont illusoires. On ne peut jamais avoir une confiance entière dans les résultats d'une telle délibération. Tout ce que nous pouvons atteindre est les efforts à l'impartialité des personnes réelles vivant dans des communautés réelles. Un deuxième indicateur de l'objectivité, selon cette théorie, c'est la compatibilité entre les règles dérivées de nos jugements et la psychologie morale humaine. Et c'est ici que je reviens au sens de la justice. Et nous pourrions appeler cet indicateur de l'objectivité
pour utiliser des termes assez grandioses, mais la compatibilité avec la nature humaine. Alors, en termes rawlsiens, nous dirions qu'une conception objectivement défensable de la justice sociale est celle qui peut venir à caractériser le sens de la justice d'un individu. Une fois de plus, c'est l'objectivité maximale à laquelle nous pouvons aspirer, une moralité qui est capable d'être internalisée par les membres de la société d'une manière qui ne demande pas, et je cite Rawls encore une fois, je pense que pour la dernière fois, l'abnégation, qui ne demande pas l'abnégation, mais l'affirmation de notre personne. Alors, une morale supposée parfaite, plus impartiale, mais incompatible avec la nature humaine, ne pourrait jamais espérer d'être mise en place réellement. Et de cette façon, ce serait aussi illusoire. Alors, je m'approche à la fin. Selon moi, la théorie smithienne-rawlsienne décrit de façon plausible comment nous pouvons chercher à transcender à la fois notre perspective individuelle pour essayer de prendre en compte la perspective des autres et aussi les perspectives communautaires, La théorie smithienne et rawlsienne nous rappelle que le processus de négociation... Les communautés de Harman sont fermées et retranchées. Alors, il n'y a pas une description dans Harman de comment est-ce qu'on arrive à ces accords et si ces accords évoluent. Mais la théorie smithienne-rawlsienne nous rappelle que le processus de négociation de la moralité est toujours ouverte et toujours changeant. Alors, je pense que ça, c'est un ajout de cette théorie. Deuxièmement, la théorie nous permet d'expliquer comment nous pouvons chercher à transcender même la perspective de notre société immédiate. Nous le faisons en cherchant à entrer dans une perspective des non-membres avec qui nous négocions ces questions morales. Alors, pour utiliser une phrase qui me vient tout le temps quand je réfléchis sur tout ça, c'est une moralité de la rencontre. Et ça c'est la dernière chose que je vais dire, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas difficile de le faire. Moi, par exemple, j'ai du mal à m'imaginer dans la perspective de ceux qui ont voté pour Trump. Donald Trump, j'ai du mal à me placer dans la perspective de ceux qui nient le réchauffement climatique, etc. Mais néanmoins, il est en principe possible de le faire, de me placer dans ces situations. Et il existe une procédure évidente pour m'aider à le faire. Et ça, c'est de parler, de rencontrer et parler à ces personnes. Ou aussi, j'ajouterai maintenant, en s'appuyant sur les écrits de Martha Nussbaum, en lisant des romans, en regardant des films. Et ça, c'est un des rôles dans la moralité pour l'art. Et ceci suggère le fait que les rencontres, les discussions nous aident à rentrer dans une perspective plus impartiale, suggère le lien entre ce processus de l'équilibre réfléchi et la délibération politique. Et je vais dire tout ça très rapidement, mais pour Rawls, l'idéal de la délibération politique est ce qu'il appelle la raison publique. La raison publique. Et selon cet idéal, nous débattons des questions politiques publiques en proposant des termes qui sont compatibles avec, et je m'excuse parce que c'est une définition assez technique, des termes qui sont compatibles avec des conceptions raisonnables de la justice que nous croyons sincèrement et de bonne foi que les autres peuvent accepter. Alors, je peux le répéter. Nous débattons en proposant des termes qui sont compatibles avec des conceptions raisonnables de la justice que nous croyons sincèrement et de bonne foi que les autres peuvent accepter. Dans une société bien ordonnée où tous les citoyens s'engagent dans la raison publique, Rawls écrit que l'équilibre réfléchi serait large,
entre guillemets, et cela veut dire qu'il reflèterait un engagement avec d'autres points de vue que celui seulement de l'individu. Et l'équilibre réfléchi serait aussi général. Ça serait partagé par tous les membres de la société. Et ce que Smith ajoute à cette image est le fait que cette négociation intersubjective se déroule également sur le plan émotionnel que sur le plan de la raison, et que l'implication de l'émotion dans ce processus ne le rend pas suspect, subjectif et relativiste. Et ça, cela conclut ce que j'avais à dire.